Bonsoir à tous et merci d'être là pour cette cinquième capsule d'information de biokiné intégrale. Mon nom est Louise Laplante. Ça me fait plaisir de vous parler ce soir de difficultés d'apprentissage et de troubles de comportement que l'on voit chez les enfants à l'école, mais que l'on peut aussi voir chez l'adulte en milieu de travail lorsque, bien sûr, ça n'a pas été réglé plutôt à l'école. OK? C'est certainement une des parties de la biokiné intégrale qui me fascine le plus parce que je sais que lorsque l'on est capable de déprogrammer des automatismes comme ça qui créent des limites par rapport aux capacités d'apprentissage des enfants, eh bien, littéralement, ça change leur vie, ça change la dynamique de la personne, de la maisonnée aussi, et bien sûr, dans la classe. Et pour un enfant de voir qu'il est capable de réussir, qu'il est capable de dépasser des difficultés qu'il avait, autant dans ses comportements que dans sa capacité d'apprendre, eh bien, pour moi, c'est extrêmement important. Pour faire cette présentation, je vais tout de suite faire un partage d'écran. Donc, difficulté d'apprentissage, troubles de comportement. Alors, pour comprendre comment ce sont des mémoires, des programmes inscrits à l'intérieur de nous, de l'enfant, puis qui apparaissent comme des comportements automatiques à l'école ou pendant la période de devoir, ou peut-être même on va parler d'hyperactivité, de déficit d'attention. Alors ça pourrait se répercuter un peu partout dans la vie de l'enfant. Pour comprendre ça, il faut savoir que pour survivre, notre cerveau, qui doit assurer notre survie, va enregistrer toutes sortes de mémoires dites de survie. Alors, ces mémoires-là, bien, il y a ce que l'on appelle les mémoires de la première fois. Alors, faites juste penser à la journée de l'accouchement, OK? La première journée de vie de l'enfant. Eh bien, des mémoires de la première fois, dans ce cas-là, il y en a de nombreuses. C'est la première fois où il va voir autre chose que ce qu'il y avait dans l'utérus. Il va voir des couleurs, il va voir le visage de sa mère pour la première fois, même s'il l'a entendu à travers ce bassin d'eau dans lequel il était. Il va avoir les sensations sur sa peau pour la première fois. Il va sentir le froid, le chaud, le métal, autant que le toucher des membres du personnel qui vont être autour de lui, que de sa mère. Alors, des mémoires de première fois, là, c'est la première fois qu'il respire. Ça va être la première fois qu'il va manger par sa bouche, autrement que par le cordon ombilical. Première fois qu'il va déféquer à l'extérieur de lui, hein, et à l'extérieur de l'utérus. Alors, il y a beaucoup de premières fois et le cerveau va inscrire toutes ces mémoires de première fois pour être capable de savoir comment réagir lorsqu'il va avoir une situation semblable dans le reste de sa vie. Il va aussi inscrire ce que l'on appelle les mécanismes de survie, c'est-à-dire comment il va être capable de donner une réponse qui a déjà été une bonne réponse lorsqu'il va être devant un stress particulier. Alors, vous savez que la journée de l'accouchement, même si la mère s'est préparée à vivre le plus bel accouchement, le plus harmonieux, même si ça se passe bien, c'est toujours un état de stress.
ne serait-ce que pour les stress que l'on réveille de ce que l'on a entendu par rapport à l'accouchement, de l'accouchement de notre mère pour Mounou. Alors, il y a un niveau de stress qui est là et comment ça va se passer, cet accouchement-là, va être inscrit chez l'enfant comme une bonne façon de gérer le stress. Ça va être inscrit comme un mécanisme de survie devant des stress particuliers, devant du nouveau, devant le travail. OK? Parce qu'entre autres, dans les mémoires de la première fois, il y a les premières mémoires de travail de l'enfant, parce que on dit bien, hein, la mère est en travail lors de l'accouchement, mais l'enfant aussi, il est en travail. Et ne serait-ce que par le mécanisme de symbiose avec la mère, il va inscrire donc ses premières mémoires de travail dans un contexte de stress. Donc, les mémoires de l'accouchement vont être doublement enregistrées comme étant des mémoires de survie et il va les redéclencher un petit peu plus tard. Je vous l'explique plus tard. Puis bon, le cerveau va aussi inscrire toutes sortes d'interdits parce que ces interdits-là, c'est comme ça qu'on passe à travers d'un stress, c'est comme ça aussi que on réussit à survivre à des personnages d'autorité, par exemple, OK? Puis il va aussi inscrire des croyances mentales. Si par exemple, durant la grossesse, ben la mère s'est fait dire que est une incapable ou elle se sent incapable ou elle a peur de pas être capable de s'occuper de cet enfant-là. Ben tout ça, ça s'inscrit comme l'enfant le prend pour lui et le prend comme lui, il est un incapable. OK? Il est impuissant, il n'y arrivera pas. Alors, tout ça, ça s'inscrit dans notre subconscient. Puis, on a aussi, bon, toutes sortes de mémoires qui nous viennent de nos parents, qui, eux, l'ont pris de leurs parents. Et c'est ce que l'on appelle les mémoires transgénérationnelles. En quoi ça pourrait être des difficultés de comportement, des troubles d'apprentissage? Ben, si dans une famille, il était impossible d'aller à l'école parce que ça mettait financièrement toute la famille en danger, ben l'enfant qui va se retrouver à l'école puis qui a pas eu de travail autour de cette espèce d'interdit d'aller à l'école, ben dans les mémoires transgénérationnelles, ça va se répercuter chez lui comme non, non, c'est dangereux d'aller à l'école. OK? Alors, il peut y avoir des mémoires comme ça aussi. Il y en a tout ce qui n'a pas été réglé, solutionné à des générations précédentes peuvent se présenter chez l'enfant dans le contexte de travail, dans le contexte de l'école. OK? Bon, il y a aussi les mémoires de l'âme. Ici, c'est peut-être moins évident de trouver l'explication ou la source de difficultés d'apprentissage ou de troubles de comportement dans un contexte scolaire, mais oui, il pourrait y en avoir. Si par exemple, vous avez plusieurs vies de non-éducation, bon, ben là, vous vous retrouvez dans quelque chose qui est totalement nouveau, il n'y a pas de mémoire de ça. Ça pourrait, mais mettons que mémoire de l'âme, dans le cas des troubles d'apprentissage, c'est moins fréquent. Et il y a aussi, bon, les mémoires cellulaires. Alors ici, on va parler plus, par exemple, d'une mémoire de blessure qui est dans une partie spécifique du corps, de bon, maintenant, de plus en plus avec l'épigénétique, on dit que
la majorité de nos mémoires. Certaines sont inscrites dans le cerveau, mais la majorité sont inscrites dans la membrane des cellules et c'est ce que l'on appelle les mémoires cellulaires. Et on a vu dans la capsule numéro 3 ou 4, celle sur le EFT, qu'on est capable, avec le test de kinésiologie, d'aller chercher ces mémoires-là et de les reprogrammer avec la technique EFT. OK? Alors, toutes ces mémoires-là, sont inscrites. Généralement sont inconscientes chez l'enfant, mais elles vont se déclencher lorsqu'il arrive dans un contexte différent qui peut être celui de l'école. C'est ce que l'on va regarder ici ce soir. Alors, on va toujours partir du comportement limitant, le comportement non approuvé, non approprié dans un contexte scolaire ou une difficulté d'apprentissage. On voit des enfants qui sont très, très bons en français, puis ils comprennent absolument rien en mathématiques, ou l'inverse, ou il y en a qui sont absolument pas capables de savoir quoi faire avec une addition, avec une multiplication, avec un cours d'histoire. Ils peuvent apprendre toutes sortes de choses, mais pas ça. OK? Alors, il y a une raison à ça. Et donc, ce que l'on va avoir à faire dès le départ, c'est de bien définir lorsque c'est un automatisme, OK? Donc, c'est dès que la personne, l'enfant, entre autres, se retrouve dans une telle situation, il y a un comportement automatique qui se passe pour lui. Ça, c'est ce que l'on appelle des programmes. Et pour voir la source de ces programmes-là, eh bien, on va chercher à identifier qu'est-ce qui déclenche ce comportement, cette difficulté-là, puis qui se répercute comme un automatisme. Et pour faire ça, eh bien, ça va être très, très important de bien observer ce qui se fait chez l'enfant. C'est ce comportement-là, il l'a où, quand, comment, c'est quoi exactement qu'il fait, c'est en présence de quelle sorte de personnage, c'est des gens en autorité ou c'est des amis ou c'est juste des hommes ou c'est juste des femmes, c'est quoi qu'il fait exactement. Puis, bon, c'est sûr que les commentaires des enseignants et des experts du monde de l'éducation vont être très, très aidants. Mais je vous dirais que le parent ici, pour être capable d'observer et de donner les détails, c'est majeur et il ne faut pas prendre pour acquis que parce qu'on dit, ah, il fait de la dyslexie ou il y a de l'hyperactivité, que ça ne se solutionne pas, puis que c'est suffisant. Il faut vraiment aller dans cette phase d'observation pour bien détailler parce que c'est comme ça qu'on va être capable d'aller trouver le programmant, hein? Qu'est-ce qui a été inscrit en lui dans toutes ces mémoires qu'on a vues là, ou le pré-programmant. En fait, on va parler d'un programmant lorsque c'est quelque chose qui est arrivé dans cette vie-ci. Et dans le cas des difficultés d'apprentissage, on va surtout regarder la période de l'empreinte de naissance et c'est là où on va dire, c'est là où ça se programme. Même si c'est pas strictement là, c'est très, très souvent là. Alors que dans les pré-programmants, on va être plus dans les interdits, les croyances mentales qui appartiennent généralement aux parents ou aux gens qui ont été importants dans la toute petite enfance de l'enfant ou les programmes transgénérationnels. OK? Alors, tout ça, on part vraiment du comportement ou de la difficulté, on essaie d'identifier qu'est-ce qui déclenche ça, puis des fois, c'est juste le contexte, OK? Vous allez le voir dans les exemples, pour aller trouver le programmant et le déprogrammer. Alors, ce dont j'ai à vous parler ici, c'est pas
d'un remède ou d'un médicament qui va aider l'enfant à mieux fonctionner parce que sa chimie crée de l'hyperactivité chez lui. Moi, je vais plus voir qu'est-ce qui fait que la chimie de l'enfant devient une chimie d'hyperactivité. Et quand on change ce message-là chez l'enfant, le comportement change. OK? Alors, je vous disais que c'est surtout dans cette empreinte de naissance. OK, donc l'empreinte de naissance, c'est d'abord cette période de la grossesse, hein, de la conception jusqu'à la naissance. Et il y a un moment très important ici qui est l'annonce de la conception. OK? Comment l'enfant va être accueilli, comment la grossesse va être accueillie par les parents, puis pourquoi on veut un enfant va jouer énormément dans ce qui va se programmer chez l'enfant. Autant au niveau de maladies que de difficultés d'apprentissage, que de troubles de comportement. OK? Bon, et bien sûr jusqu'à la naissance. Donc, ce premier 9 mois-là est très important et on sait que les 9 premiers mois, dans ce qui a été identifié comme un cycle biologique de 27 mois, qui va être le premier 9 mois avant la conception, le 9 mois de grossesse et le 9 mois après la naissance de l'enfant, c'est là où l'enfant s'installe, hein? Donc, tout ce qui va se vivre là va être inscrit dans l'inconscient de l'enfant et particulièrement les grands stress. OK. Puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est à partir de la conception où l'enfant existe, il rentre dans la matérialité, il n'est pas qu'une énergie, il va vraiment être des cellules qui se développent, qui se multiplient, qui vont devenir des cellules particulières pour créer son corps, OK? Donc, il est dans le temps et dans l'espace à partir du moment de la conception. Mais avant ça, il est bien dans l'énergie, il y a un projet, même si le projet, c'est de ne pas avoir d'enfant, puis que lui naît dans ce projet-là de ne pas avoir d'enfant, ça va avoir une incidence sur lui, OK? Ou qu'il n'y a pas de projet connu. Mais ceci constitue le projet de l'âme qui correspond de très, très près au projet des parents. Et alors, je vous donne juste un exemple ici de comment ça pourrait expliquer un trouble de comportement, mettons d'hyperactivité. Ben, si l'enfant, il est conçu pour ramener de la vie dans la maison, OK? Parce que les parents veulent un projet commun, parce que pour eux, c'est naturel, il faut qu'il y ait un enfant. Ben, c'est pas pareil que si on crée un enfant pour avoir plus d'aide, plus de bras pour travailler sur la ferme. OK? C'est différent et ça va se répercuter tout au long de la vie de l'enfant jusqu'à ce que lui en prenne conscience et décide dans ça de garder ce qui correspond à son projet d'âme et ce qui reste le projet des parents. OK? Je vais vous donner d'autres exemples un peu plus tard. Alors, on a vu les différentes mémoires. Donc, où est-ce que ces mémoires-là, dans l'empreinte de naissance, viendraient s'inscrire? Eh bien, il est clair que les mémoires de l'âme et les mémoires transgénérationnelles, c'est dans cette période-là, je vous dirais, jusqu'au moment de la conception, hein, c'est bien tout le bagage transgénérationnel du père et de la mère qui va passer dans cet ovule fertilisé qui va devenir l'enfant. OK? Donc, les mémoires transgénérationnelles, c'est là qu'elles s'inscrivent. Et le projet de l'âme va être très en lien, comme je vous ai dit, avec le projet des parents. C'est comme si on dit l'âme décide d'atterrir là,
dans ce contexte-là, avec ces parents-là, à ce moment-là. Parce que ça correspond à ce dont il a besoin pour accomplir son projet d'âme, pour venir chercher l'apprentissage qu'il veut venir chercher, libérer le karma nécessaire dans cette vie-ci. OK? Donc, il y a un lien très, très proche. Et ça, bien sûr, dans la formation de biokiné, on le regarde de très près, mais ce soir, je vais vous l'expliquer plus dans le sens des difficultés d'apprentissage, des troubles de comportement de l'enfant. OK? Alors, je continue. Oups, les autres mémoires. Alors, on a vu les mécanismes de survie, puis je vous ai dit un des premiers grands stress de survie, ben, c'est de naître. OK? Alors, tout ce stress qu'il y a autour de la naissance, ben, il va donc tout le comment ça va se passer là va s'inscrire dans la façon de gérer le stress parce que c'est un stress très élevé. C'est même un des plus grands stress de la vie que de naître. OK? Parce que il pourrait y avoir là mort de l'enfant, mort de la mère, mort des deux. OK? Donc, il faut bien survivre avant de vivre. OK? Il faut survivre à l'accouchement. Et comme je vous ai dit, il y a énormément de mémoires de première fois. Et c'est bien au cours de la grossesse, des premiers mois, en fait même des premières années, que les interdits et les croyances mentales qui, en général, nous viennent de nos parents et des gens qui nous ont éduqués vont s'inscrire. Alors, vous voyez que il y a énormément d'informations dans ce qui se passe à cette période-là de la vie. Et vous allez probablement dire, ben, il n'y a jamais personne qui nous a parlé de ça, de l'importance de ça. Tu sais, si on a dit à un enfant, lui, ça a été un accident, ben, il est un accident, puis il va faire des accidents, puis il va toujours arriver comme un accident. Si on lui a dit plus qu'une fois, OK? Puis ça dépend toujours de l'intensité avec laquelle ça va se vivre. Alors, je reviens. Donc, on va maintenant suivre ce processus-là où on commence par regarder le comportement, on le décrit très en détail afin de voir qu'est-ce qui déclenche ça, pour ensuite aller trouver les préprogrammants ou programmants afin de les déprogrammer chez l'enfant et dans certains cas, d'en faire une force de vie. OK? Mais il est aussi très, très important que je vous dise ceci à ce point-ci. On va regarder le processus comme je viens de vous l'expliquer en partant du comportement ou de la difficulté pour aller voir où est-ce que ça s'est programmé. Mais l'inverse n'est pas vrai. Il y a des enfants qui vont avoir vécu un accouchement très facile, mais ça ne veut pas dire que pour eux, l'école va être nécessairement facile parce qu'il peut y avoir d'autres mémoires. Il y a des enfants qui peuvent avoir vécu une difficulté, je ne sais pas, au moment de l'expulsion. OK? Ben, pour certains, ça va créer tel comportement, puis pour d'autres, ça va créer tel comportement automatique dans le milieu scolaire parce que c'est là où on a appris nos premières mémoires de travail au moment de l'accouchement. Mais ça dépend énormément du vécu et du ressenti et non de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé ne va pas nécessairement créer un comportement, mais si le comportement est là, il y a un programmant ou un préprogrammant. OK? Et c'est ça qu'on veut trouver. Alors, attention lorsque vous allez entendre les histoires, les exemples que je vais vous donner, de ne pas dire Oh my God, moi j'ai vécu ça, donc mon fils ou ma fille va avoir telle difficulté. Non, c'est s'il a telle difficulté que là on va chercher
si ça correspondrait pas à tel vécu ou ressenti dans l'empreinte de naissance. Essentiellement, c'est dans l'empreinte de naissance. C'est bon? Alors, je donne maintenant des exemples d'hyperactivité. Je regarde l'heure et bon, on y va avec l'hyperactivité. Alors, on observe, hein, on répond à cette hyperactivité-là, l'enfant la manifeste où, quand, comment, avec qui, puis quoi exactement qu'il fait, OK? Et voici deux exemples de ça. Donc, quand l'hyperactivité se vit partout, tout le temps. Ça veut dire que l'enfant, il est constamment hyperactif. Il se lève hyperactif, puis il se couche hyperactif. OK? Alors qu'on va voir dans l'autre exemple que ça ne se produit qu'à l'école. OK? Dans ce temps-là, on va regarder pas seulement le moment de l'accouchement qui correspond aux premières mémoires de travail, mais on va regarder toute l'empreinte de naissance dans le projet que les parents avaient ou dans le vécu tout le long de l'empreinte. Alors, un des exemples que j'avais ici, ben, l'enfant a été conçu pour amener de la vie dans la maison. OK? Donc, c'était dans le projet des parents. Puis l'enfant, tant et aussi longtemps qu'on ne lui dit pas, ça, c'était notre projet, tu peux avoir ton projet à toi et tu as pu à répondre à ce projet-là que nous avions. Lui, il va continuer, c'est un programme, c'est à cause de ça qu'il est au monde. Alors, vous comprenez que pour lui, c'est comme vraiment un mécanisme de vie, d'existence. L'autre exemple était pour un enfant hyperactif qui manifeste son hyperactivité un peu partout. Alors, lorsqu'il y a eu des fausses couches, puis qui ont été des fausses couches stressantes pour la mère. Vous savez, il y a des femmes qui font des fausses couches, puis qui font, ouh, OK, une chance, OK? Eux autres, ça programmera pas grand-chose. Mais lorsque l'enfant était attendu, puis qu'il y a eu une ou deux fausses couches, puis qu'il n'y a pas un travail qui a été fait de deuil ou d'acceptation de ça, ben à la prochaine grossesse, la mère, quand elle sent le bébé bouger dans son ventre, là, son stress de perdre l'enfant, de revivre ce grand drame-là diminue énormément. OK? Donc, c'est comme être en train de dire à l'enfant, bouge, bouge, mon beau bébé, tu me rassures. OK? Voyez-vous comment ça peut créer un programme d'hyperactivité? Puis ça, là, je vous dirais, c'est beaucoup plus fréquent qu'on le pense, OK? Et tous les enfants avec qui j'ai travaillé, où il y avait ça, ils ont un questionnaire, les parents ont un questionnaire à répondre avant de venir me voir. Puis souvent, là, c'est écrit noir sur blanc, puis les parents ont aucune idée que ça se passe actuellement, OK? Alors, quand ceci est identifié, généralement, l'enfant sort de son hyperactivité. C'est aussi simple que ça. D'autres cas. Alors, l'autre exemple, l'hyperactivité, elle se manifeste à l'école seulement et durant les devoirs. C'est bien le réveil déclenchant des mémoires de travail. OK? Alors, cet enfant-là, il est capable de faire des Legos, il est capable de lire un livre, d'être tranquille pendant une période de temps, mais dès qu'il arrive à l'école, les parents en reviennent pas de se faire dire qu'il bouge tout le temps, il fait rien comme il devrait le faire. À ce moment-là, on va aller chercher spécifiquement ce qui s'est passé à l'accouchement au moment où il a inscrit ses premières mémoires de travail. Parce que l'enfant qui s'en va à l'école, là,
Est-ce que ça ressemble pas un peu comme le parent qui s'en va au travail? Tu sais, il part le matin avec sa petite boîte à lunch, il est habillé spécialement, puis il doit arriver en classe, puis respecter les règles, faire comme tout le monde et écouter celui qui lui dit quoi faire en avant. Mais ça ressemble pas au travail un peu, ça, OK? Dans un milieu de travail. Alors, c'est pour ça que ça devient, ce milieu-là devient le réveil des mémoires de travail apprises pour la première fois lors de l'accouchement. OK? Alors, et dans ce cas-ci, dans un des cas que j'ai vus, eh bien, c'était une maman qui, durant l'accouchement, il n'était pas question, elle, qu'elle reste assise puis qu'elle vive ses contractions calmement. Elle voulait bouger, elle voulait aller dans le bain, elle voulait faire des marches, elle voulait faire tout ce qu'il faut pour faire accélérer le travail. Donc, elle bouge. Puis, on a beau lui dire, vous pouvez vous reposer, madame. Non, 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 non. Elle est là pour accoucher, puis c'est ça qu'elle veut. Donc, et ça l'a fonctionné. Donc, c'est inscrit chez elle comme une mémoire gagnante. Et donc, l'enfant, lui, quand il se retrouve dans un milieu qui déclenche ces mémoires-là, il fait la même chose. Et ça aussi, ça se déprogramme. OK. Regardons déficit d'attention. Parce que là, je ne sais pas si vous avez observé, mais presque tous les enfants ont des déficits d'attention. OK? Parce qu'ils vont dans la lune, parce qu'ils font quelque chose, tu sais, jusqu'à leur entrée à l'école, là, ben, il y avait le droit de passer d'une chose à l'autre, puis de faire ce qu'ils voulaient. Mais là, tout d'un coup, hop, là, il faut qu'ils fassent ce qu'on leur demande de faire quand on leur demande de le faire. OK, alors, regardons où ça pourrait se programmer un déficit d'attention. Alors, encore une fois, il faut observer et décrire ce qui se fait, quand, comment, où. OK. Alors, dans ce cas-ci, le déficit d'attention, il est partout, il est constant, comme si l'enfant ne savait pas agir autrement, comme s'il n'est pas capable de concentrer sur une chose. Il fait ça quelques secondes, il passe à autre chose, il revient à ça, OK? Ce genre de choses-là. Alors, le programmant était la mère en manque d'attention de son conjoint, de son entourage, de ses parents. Donc, elle a toujours été en déficit d'attention. OK? Comprenez-vous que l'enfant, il fait comme elle. Elle a survécu, il fait comme elle. OK? Ou cette même maman-là décide dans son projet de concevoir un enfant qu'elle veut un enfant pour s'en occuper, pour s'occuper et obtenir de l'amour, de l'attention. Alors, c'est bien inscrit dans le projet de l'enfant qu'il est là pour solutionner le déficit d'attention. Donc, il n'est pas un enfant qui va être à l'attention de tout ce qu'on lui demande. Lui, il manifeste le déficit d'attention. OK? C'est comme ça que ça s'est programmé chez lui. Dans l'autre exemple, c'est à l'école seulement et durant les devoirs. Donc, on réfère aux mémoires de l'accouchement. Et c'est seulement s'il doit travailler seul ou par lui-même, parce que lorsqu'il est en équipe, ça va très bien, OK? Ou lorsque, dans un des cas ici, bien, c'était l'enseignante disait, il est tellement tannant que je l'assois, j'ai mis son bureau à côté du mien, puis je dois toujours garder un œil sur lui. OK? Puis dans ce temps-là, il travaille bien. Mais si je le retourne dans la rangée plus loin, il n'est pas capable. Puis c'est automatique, il devient dans la lune, il fait toutes sortes d'autres choses sauf ce qu'il est supposé faire. OK? Donc, l'histoire de cette maman-là, c'est qu'à l'accouchement, bon, les membranes ont crevé, donc on sait que dans le prochain 24 heures, la mère doit accoucher de l'enfant. Mais pendant quelques heures,
il n'y a aucune contraction, puis les parents qui sont là à l'hôpital, parce que là, les membranes ont crevé, donc ils doivent rester à l'hôpital, ben ils font toutes sortes d'autres choses. Ils vont à la cafétéria, ils vont à pouponnière, le père lit ses courriels, bon, OK, ils font tout sauf se préoccuper du travail à faire. Ben, l'enfant, il fait exactement la même chose. Puis là, tout d'un coup, ben, on décide qu'il faut injecter du pitocin pour provoquer les contractions parce qu'il faut qu'il accouche dans le prochain 24 heures. Donc là, les contractions deviennent très intenses et dès le départ, on met le moniteur pour vérifier comment l'enfant réagit à ça, si son cœur va bien, tous ses signes vitaux, etc. Mais là, on découvre que le moniteur est nécessaire parce que le cœur du bébé décélère aux contractions. Les contractions, c'est le travail. Et il faut un moniteur, il faut une surveillance sur l'enfant pour qu'il travaille bien. Donc, lui, à l'école, s'il est en groupe, s'il est en équipe, il y a quelqu'un qui surveille, qui le ramène à l'ordre, OK? Assis à côté de l'enseignante, même s'il y a plein de dérangements au bureau de l'enseignante, il travaille très bien. Mais seul, il peut pas. Il peut pas, il est en danger s'il est seul, OK? Il faut qu'il soit sous surveillance. L'enfant, et j'ai eu plus qu'un cas de ça, à qui on a dit ça, ils ont juste dit, ah, ben ça veut dire que je suis capable, puis je peux moi aussi travailler par moi-même. Et voilà, OK? Je sais que ça a l'air simple. Bon, je vous donne d'autres exemples. Les cas de dyslexie. Alors là, c'est extrêmement important de bien définir c'est quoi la dyslexie. Est-ce que c'est avec une lettre particulière, est-ce qu'il lit à l'envers? OK? Il faut savoir exactement de quoi on parle. Un cas, entre autres, ben, les enfants qui, toutes les lettres qui ont des boules, regardez, le P, le B, le D, le Q, OK? La forme est là. Le programmant de ça, utérus inversé. OK? Et c'était un stress pour la mère. Il y a des mères qui ont des utérus inversés, c'est pas un stress pour elles parce qu'elles ont déjà accouché, fait que pour eux autres, ça les stresse pas. Mais celles que ça stresse parce qu'elles pensent qu'elles seront pas capables, parce qu'elles ont peur, ça fait des troubles de dyslexie chez l'enfant. D'autres exemples, difficultés en mathématiques. Bon, l'enfant est incapable de faire des calculs. Alors, l'histoire de cet enfant-là, c'est qu'il est né parce que les parents ont fait un mauvais calcul du cycle menstruel. Mettons que l'enfant n'était pas prévu tout de suite, mais bon, finalement, il est là parce que c'est un mauvais calcul. Ben, un mauvais calcul, pour lui, c'est inscrit comme gagnant. Donc, il est incapable de faire des calculs. Difficulté avec les multiplications. On ne veut pas beaucoup d'enfants et lui, il est de trop. OK? On aurait voulu que ça s'arrête là, mais ça se multiplie et c'est pas bon. OK? Donc, lui, des multiplications, il n'en fait pas. Autre exemple, difficulté avec les retenues dans les additions ou les multiplications. Vous savez, le chiffre qu'on retient, hein, on fait la retenue. Bon, l'histoire était que le père n'a pu retenir l'éjaculation à la conception et c'est grâce à ça qu'il est né. OK? Donc, lui, les retenues, c'est pas quelque chose qu'il faut faire. OK? Et un autre exemple, c'est le médecin disait à la mère de se retenir lors de l'expulsion, mais elle n'a pas réussi, elle a déchiré, mais finalement, l'enfant, il est là. Donc, même si c'est pas le fun, même si c'est pas une belle mémoire, c'est inscrit comme mécanisme gagnant. On ne fait pas, on ne se retient pas, on ne fait pas de retenue. OK? Ça a l'air simple, hein? Mais si vous savez, ça marche. L'enfant qui oublie tout lors de l'examen. OK? Différents programmants là-dessus. Ceux que j'ai vus,
Donc, lors des contractions, la mère ne parvenait pas, attendez un peu, il oublie tout à l'examen. On disait à la mère qu'elle allait tout oublier après l'effort, OK? Ça, c'était dans le langage des infirmières, des aidants qui étaient là. La mère, elle disait, j'en peux plus, je veux que ça s'arrête, hein. Puis on lui disait, oh, faites-vous-en pas, madame, c'est juste un temps passé, vous allez tout oublier ça après. Ben lui, il arrive à l'examen, il a tout oublié. OK? Il a fait tout le travail, il a appris ses leçons, il a fait ses devoirs, mais quand il arrive à l'examen, après l'effort, il oublie tout. OK? Il faut savoir que c'est inscrit dans des moments de stress énormes. OK? C'est pour ça que ça a tant d'impact. Un exemple très intéressant d'une petite fille qui, à l'école seulement, elle n'était pas capable de voir ce qui était écrit au tableau, même ce qu'elle lisait sur sa feuille. Elle avait toujours l'impression que sa vision s'embrouillait. Mais elle prenait la même lecture à la maison ou elle lisait quelque chose d'autre à la maison, il n'y en avait pas de problème de vision. Fait quand elle allait chez l'optométriste lui disait, non, non, vous n'avez pas de problème de vision. Mais elle disait, c'est comme si j'ai les yeux pleins de larmes, comme si je voyais à travers un verre d'eau. Alors j'ai demandé à la mère, ben, qu'est-ce que tu ne pouvais pas voir durant l'accouchement? Et là, la mère a éclaté de rire et elle a dit, c'est incroyable. À chaque fois que ma contraction commençait, je regardais l'horloge parce que j'avais hâte que ça finisse. Mais mes yeux venaient tellement embrouillés parce que j'avais tellement mal, j'étais même pas capable de voir sur l'horloge. C'est fou, hein? C'est exactement ça que la jeune fille faisait en travail, à l'école. Elle n'était pas capable de voir. Elle voyait les yeux pleins d'eau. OK? Ça, là, ça a été un rire et ça a été déprogrammé. OK. Alors, des fois, c'est un rire, des fois, c'est juste prendre conscience de ça puis dire, ben non, là, on arrête ça, c'est fini, on n'a plus besoin de ça, OK? C'est comme remettre à jour la mémoire, revenir dans ici et maintenant, et ça s'arrête là. Dans d'autres cas, c'est plus complexe parce que c'est aussi inscrit comme mécanisme de survie. Et dans ce temps-là, bien, la technique EFT tapping dont je vous ai parlé à la quatrième capsule, ben, on utilise l'énergie vitale pour aller déprogrammer la charge émotionnelle et ce qui est inscrit comme gagnant, puis on met quelque chose d'autre à la place. Alors, des fois, il y a un travail à faire. Mais très, très souvent, on va faire ça dans ce que l'on appelle une phrase de reprogrammation, qui a 5 étapes. Alors, je vais vous en donner une très rapidement. Alors, mettons que je prends le cas de l'hyperactivité parce que l'enfant est supposé d'amener de la vie dans la maison. OK? Alors, on dirait, toi, tel enfant, ton nom, ton âge, né à telle place. Bon. OK, parce qu'on veut s'assurer que l'information s'en va chez cet enfant-là. Alors, tu as tel comportement, celui de bouger constamment, faire du bruit, mettre de la vie dans la maison, parce que lorsque ton père et ta mère ont décidé d'avoir un enfant, c'était dans le but d'amener de la vie dans la maison, parce qu'ils étaient prêts à ça, parce que, OK? Alors, tu n'as plus à manifester cette hyperactivité constante en faisant constamment du bruit, en bougeant constamment dès que tu es levé dans la maison. À partir de maintenant, tu peux bouger si nécessaire lorsque tu as envie de jouer, lorsque
lorsque c'est approprié, mais tu n'es plus dans l'obligation de le faire constamment. Puis généralement, ça s'arrête là. OK? Mais c'est très important d'être très précis dans ce que l'on reprogramme. Si ça l'avait été, par exemple, un enfant qui est agressif, parce que au moment de l'accouchement, la mère était tellement tannée ou elle comprenait pas que son chum lisait le journal, puis elle est devenue agressive, puis l'enfant répercute ça à l'école. OK? Ben, c'est sûr que dans la phrase de reprogrammation, dans la dernière partie où on lui dit à partir de maintenant tu peux, ben on lui dira pas à partir de maintenant tu n'as pas à être agressif jamais, tu peux rester toujours calme. Non, parce que des fois, c'est bon d'avoir une petite dose d'agressivité, c'est même nécessaire. OK? Alors ça va être très important de mettre quelque chose où on va respecter le libre arbitre de la personne. On va dire des choses comme ce programme-là, maintenant, ben c'est lorsque c'est adapté selon le contexte, selon tes objectifs ou selon ton discernement de la situation. Donc, il y a une façon de faire la phrase que l'on apprend dans la formation de biokiné intégrale. Alors voilà, bon, lorsque c'est un programme de survie, d'habitude, ça ne s'efface pas juste en prenant conscience du pourquoi ça se manifeste. Dans le cas d'un programme de survie, il faut mettre un autre programme, un apprentissage, et là, ça devient un petit peu plus long, mais ça peut se déprogrammer complètement et devenir une force chez l'enfant. Alors voilà, écoutez, dans la formation de biokiné intégrale, on passe une journée complète et un peu plus même sur ces troubles d'apprentissage, sur les difficultés d'apprentissage, les troubles de comportement, puis on voit plein d'exemples. D'habitude, il y en a toujours à l'intérieur du groupe, puis on peut les voir dans la vie de l'adulte autant que chez l'enfant. Mais quand on est capable de déprogrammer ça chez l'enfant, c'est magnifique. Alors voilà, je vais aller voir sur le groupe Facebook s'il y a des commentaires, s'il y a des questions. Bon, ok, j'ai des commentaires genre voyons donc. Donc oui, c'est surprenant d'apprendre ça. Je vois, ouf, jamais entendu ça. Oui, je comprends, José. Les premières fois que j'ai regardé ça, moi, écoute, dans l'histoire de mon fils, rien ne s'est passé à l'accouchement comme ça devait se passer. Ça a été une boîte à surprise, ça l'a fini en césarienne d'urgence. Alors, j'ai eu le privilège de pouvoir expérimenter, déprogrammer beaucoup de choses chez mon fils qui l'ont grandement aidé, alors que chez ma fille, ça s'est passé vite, rapidement, puis elle est vite, puis rapide, puis elle apprend facilement. OK? Alors, donc, je suis très contente que vous ayez ce genre de réaction. Ben, voyons donc, ça se peut-tu? Oui, ça se peut. Totalement. Je vais voir maintenant dans le clavardage si ici on a des questions. Il n'y en a pas, il n'y a pas de commentaires. Alors voilà, ça vous donne une idée de ce que l'on peut entreposer à l'intérieur de nous, dans nos mémoires, puis comment ça peut se répercuter dans notre vie. C'était notre dernière capsule d'information. Je finis rapidement en vous rappelant quelques dates importantes. Oh, j'en avais d'autres ici, mais à cause du temps, on n'ira pas là. On va passer rapidement. Alors, je voulais vous donner ces dates-là importantes. La dernière soirée d'information sur la formation
2021-2022 de biokiné sera le 2 novembre à 19 h. La formation débute à Gatineau et pour ceux qui font la formation en ligne le 12 novembre, donc c'est dans moins d'un mois. Et la date limite d'inscription pour Gatineau et en ligne est le 5 novembre, alors que pour Montréal, où on fait la formation en présentiel, c'est le 19 novembre et la date d'inscription limite est le 12 novembre. Je vous rappelle aussi qu'il y a un module qui est l'apprentissage des tests de kinésiologie. C'était l'objet d'une des capsules. Ça se fait lors du premier week-end, donc ces dates d'inscription-là sont valides aussi pour le module du test de kiné. Alors, pas d'autres questions. Je vous invite à peut-être partager sur le groupe Facebook si vous avez reconnu des choses dans ce qui a été dit ce soir. Je vous dirais que c'est très intéressant quand on explique ces choses-là à des mamans, puis qui peuvent faire le lien entre le comportement de leur enfant et ce qui a été vécu à l'accouchement de cet enfant-là. Pour les mamans, c'est ben oui, c'est ça, ça se peut-tu, mais il en avait jamais pris conscience. Alors que souvent, même chez des enseignants qui n'ont pas ce vécu-là d'avoir accouché, c'est plus difficile à comprendre. OK? Il faut vraiment le voir dans toutes ces mémoires qu'on enregistre. Je m'excuse d'avoir été longue. Je pourrais vous parler de ça pendant des heures et des heures. Alors, merci encore d'avoir été là et au plaisir d'avoir vos questions, vos commentaires sur le groupe Facebook ou par courriel. Merci. Au revoir.